Une œuvre couronnée par de nombreux prix, un écrivain bien admiré et surtout amoureux du général de Gaulle. Bonjour Denis Tigniac. Bonjour. Vous publiez le dictionnaire amoureux du général dans cette fameuse collection chez Plomb. On va voir des images de l'hommage d'Emmanuel Macron, notamment ce matin au Mont-Valérien, pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, dans lequel le général appelait à la résistance. Aujourd'hui, cet appel résonne encore en vous, Denis Tigniac. Oui, beaucoup, parce qu'il est fondateur d'une épopée, la dernière noble et glorieuse de l'histoire de France, la dernière en date. Il y en aura peut-être d'autres. Et donc, je crois qu'il est absolument précieux de faire en sorte que sa mémoire se pérennise. Oui, on voit les images ici, c'est une flamme. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, il le dit, le général, il dit « la flamme de la résistance ne s'éteindra pas ». Oui, et c'est bien que le président soit allé également ce matin au musée des Compagnons de la Libération, parce que ça, c'est vraiment le lieu où la France libre, les combattants sur les 5 continents qui ont rejoint De Gaulle, au début presque des aventuriers solitaires, et puis la résistance intérieure, sont ensemble rassemblés pour notre mémoire. Oui, c'est bien. Le 18 juin, ils sont peu nombreux à l'entendre, cet appel de Oui, puis ils étaient encore moins nombreux à rejoindre De Gaulle, quelques têtes brûlées, en général célibataires, les marins de l'île de Sein, des jeunes exaltés comme Pierre Messmer, Hubert Germain, le centenaire qui est un des 4 compagnons de libération vivants, Christian Fouché, quelques autres, autour d'un homme qui est assez fou pour dire « la France, c'est moi ». Et assez fou et assez inconnu à l'époque, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît, hors les milieux militaires et politiques quand même. Il était sous-secrétaire d'État un jour avant de partir à Londres, et puis seul avec un jeune aide de camp, Geoffroy de Courcelles, dans le civil, le propre oncle de Madame Bernadette Chirac, et il s'embarque dans cette aventure. Il dit « moi, c'est la France ». Il réussit à convaincre à peu près Churchill. Il n'y arrivera pas avec Roosevelt, mais c'est pas grave, il le défiera. Et bien, 4 ans après, sur les Champs-Élysées, la France entière a compris que la France, c'était lui. Oui. La plus belle, celle qu'on aime, celle qu'on révère. C'est ça. Alors, la BBC, elle lui ouvre ses portes. Mais c'est pas évident. C'est Churchill. Il l'avait rencontré quelques fois, soit en France, soit en Angleterre, avant. Bon, Churchill voulait continuer le combat, il l'a continué. De Gaulle aussi. À l'époque, Paul Reynaud, qui était président de conseil, prétendait aussi vouloir. Et Churchill l'avait remarqué. Il lui a dit « vous serez l'homme du destin ». Et comme s'il avait pressenti, on disait le vieux lion, mais il avait encore du flair, que cet homme qui lui débarque à Londres et qui lui dit « je voudrais les antennes de la BBC serait l'incarnation de la France victorieuse ». Et il lui a ouvert les portes de la BBC. Elisabeth de Miribel, une des premières aussi compagnons à l'avoir rejoint, à taper le discours. Il y en a eu plusieurs autres, et c'est le début d'une espèce d'aventure qui est une épopée, oui. Qui est une épopée, une épopée formidable. Avec vous employez ces mots dans ce livre, vous dites presque romanesque, parfois d'un romantisme noir. Incroyable. On a un vieux juriste comblé d'honneur, juriste international de grande réputation, mutilé de la guerre de 14, président de l'association des anciens combattants René Cassin, mais on a aussi des jeunes maurassiens exaltés, plus royalistes que le roi, plus catholiques que le pape, pas démocrates ou républicains pour un sou, qui le rejoignent aussi, comme l'amiral d'Argentlieu. On va avoir des écrivains un peu tête brûlée, comme Joseph Kessel. Mais pas nombreux quand même, il faut dire la vérité aussi. Gary, pas si nombreux que ça. La France est largement pétainiste à ce moment-là. Bon, elle le sera. À la lettre P dans votre dictionnaire, évidemment, il y a forcément Pétain. Oui, le maréchal. Et ça, c'est les 2 faces de la France. Oui, ça a été une face noble et glorieuse, Pétain en 14-18. C'est le vainqueur de Verdun. Il était adulé par les Français, sûrement la personnalité la plus populaire, pas seulement dans les milieux militaires, mais dans les milieux d'anciens combattants, un peu partout. Et d'ailleurs, il a été le protecteur de Gaulle. Il a été un des premiers. De Gaulle a servi sous ses ordres avant même la guerre de 14, en 13, à Amiens. Et Pétain s'est vu que le type était hors norme. Bon, et il l'a protégé, il lui a permis de faire des allocutions à l'école supérieure de guerre. Et De Gaulle s'est fait connaître comme partisan d'une théorie de blindés légers mais puissants, très offensifs, soutenus par une aviation
contre l'avis on le sait, de Oui. l'état-major et du sérail politique qui s'en tenait à sa ligne. C'est ça, et donc Maginot. deux versants Donc, de la France. deux Parce versants. que quand on dit le général aujourd'hui, on le voit bien dans votre dictionnaire amoureux, Denis Dillignac, on se dit, vous dites d'ailleurs, il est la France. Est-ce qu'il est encore la France aujourd'hui? Deux versants, et je dirais, il y a un moment où la légalité, qui était indiscutablement du côté du maréchal Pétain à Vichy, s'oppose frontalement à la légitimité, Oui. qui est d'essence spirituelle et qu'invoque le général de Gaulle. D'ailleurs, De Gaulle risque sa peau. Il risque sa peau. Alors aujourd'hui, la France est libre, pas occupée, dans un état de droit. Donc la légitimité appartient au président de la République et à ceux qui sont les élus de la nation. Simplement, la légitimité, elle est faible. Voyez-vous, elle est faible, celle des politiques aujourd'hui, comme d'ailleurs celle de toutes les élites, parce qu'on ne croit plus en grand-chose. Paul Valéry disait toujours « tout pouvoir repose sur une croyance ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette admiration pour le général de Gaulle. Oui. Vous diriez une sorte d'adulation, Oui, parce qu'on oui. a l'impression que toute la classe politique est devenue gaulliste. Non, mais alors justement, c'est parce qu'elle ne l'est pas du tout. Alors évidemment, tout le monde, il y a de la récupération de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Bon, c'est banal, c'est normal, puisque de Gaulle maintenant fait à peu près l'unanimité. Mais ce que je voudrais pas, c'est que sous ces louanges, au moment de ces commémorations, on noie le message, l'art de bien gouverner la France. Selon de Gaulle, il vaut autant pour le président Macron que pour ses prédécesseurs. Ça veut dire, c'est quoi? C'est là, cet art-là, cette gaulliste, c'est quoi? C'est savoir dire non. On entend souvent dire ça. Il n'y a pas ça, c'est l'insoumission. L'insoumission. Bon, mais ça, c'est la soumission. Mais c'est des valeurs de chevalerie. D'ailleurs, il a créé un ordre de chevalerie moderne, ce qui est le compagnonnage de la libération. Mais vous savez, la hiérarchie des priorités, quand il parlait à ses collaborateurs, d'abord la France, ensuite, en dessous, l'État, ensuite, le droit, ça compte, mais après, la tenue. De Gaulle, comme sa famille, savait se tenir. Et quand on sait se tenir, le peuple aime ça, il respecte, parce que ça reflète une image élégante et fière de la France. Troisièmement, une parole rare et solennelle. Autant de la foi continue et des réseaux sociaux, ça devrait être d'autant plus vrai. Or, nos politiques passent leur temps à piailler, en leur temps à micro, en leur truc. Il faut qu'ils parlent. Et plus ils parlent, plus ils se délégitiment. Et dernièrement, et surtout, ne jamais penser une solution ou se poser un problème en fonction des caprices de l'opinion, des sondages, mais en référence à la mémoire longue, à l'histoire de France, aux intérêts profonds de ce pays. C'est ça la leçon. Si le président de la République a le temps de nous écouter en ce moment, je le lui dirai volontiers parce que je le pense. J'ai un peu pensé à lui en écrivant ce livre parce que c'est lui qui est en charge de l'incarnation de la France aujourd'hui et il en a conscience. Je suis pas sûr que les macroniens ou la Macronie en aient une conscience aussi aiguë. Oui. Quelques mots, parce qu'il y a De Gaulle, de l'appel du 18 juin 40, et puis il y a tellement... Il y a la guerre d'Algérie, il y a mai 68, il y a la fin de sa carrière. On le voit ici, sa retraite, ses traversées du désert. Il y a tout ça. Il y a l'affrontement avec Mitterrand. Vous avez raison. Il y a beaucoup d'échecs, et c'est sa capacité de les surmonter. C'est un héros, pourquoi? C'est un héros parce qu'il affronte le fatum, le destin, comme héros. Il surmonte des épreuves. C'est pas un surhomme, c'est pas un saint, c'est pas un sage, un héros. Il est faillible et il a connu des échecs. Par exemple, on parlait de mai 68, la guerre d'Algérie. Il ne fait pas l'unanimité toute sa vie. Alors, si vous voulez, et en même 68, il y a un moment où on voit clairement s'opposer dans l'ordre symbolique, même si la rupture n'était pas si formelle qu'on croit, le général de Gaulle qui pense à la grandeur de la France, ce qui n'intéresse absolument pas les étudiants, j'avais 20 ans à l'époque de mai 68, et Pompidou qui pense au bonheur des Français. Vous voyez, ces deux notions s'opposent. Parce que Pompidou est un pragmatique, parce que Pompidou lui a succédé. C'est comme si on est passé du sacré au profane. Oui, mais vous diriez pas, finalement, la France était l'incarnation, presque une incarnation féminine pour le général. Et qu'à un moment donné, il ne comprenait plus cette relation amoureuse. Il l'aimait, mais il la reconnaissait pas. Vous avez raison, une incarnation féminine, puisque la France, dans le préambule des mémoires de guerre, est définie comme une princesse, ça c'est la noblesse, et une madone, c'est la sainteté ou c'est la pureté.
Bon, alors quand elle ressemble pas à ça, il considère qu'elle est défigurée. Et si De Gaulle, si le mythe est impérissable, s'il y a un historial comme Napoléon aux Invalides, ainsi qu'un musée compagnon de l'aberration, un mémorial à Colombey et puis la maison natale à l'île, si le mythe dure et si des étrangers y sont sensibles, c'est parce qu'il incarne, au-delà de la résistance d'un patriote français, il incarne cette aspiration d'une âme, mais aussi d'un peuple, à aller de temps en temps aller vers le haut, la beauté, la noblesse, contre la tentation de descendre vers la facilité, la vulgarité, la violence, la cruauté. Mais ça veut dire, au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il reconnaîtrait la France ? Cette France-là. Il a eu du mal à la reconnaître quand il est revenu en 1944. Hein. Bon, elle était détruite. Elle avait changé aussi en 1958 quand il est revenu au pouvoir pour éviter un coup de main des militaires à Alger. Donc c'était la France des premières chansons de Johnny, c'était la France du twist, et c'est la France du rock. Et ses petits-fils chantaient les chansons d'Elvis Presley. Et lui, il est d'une génération chantait les chansons de Maurice Chevalier ou de Mistinguett, vous voyez. Et il avait cette capacité, comme c'était un peu intemporel sa vision, comme il voyait la continuité de la France, la continuité de la France. Il a bien vu, il a su que l'Allemagne se réunifierait un jour, il a su que le soviétisme disparaîtrait, mais que la grande Russie se pérenniserait. On voit bien qu'avec Poutine, c'est vrai, il a su qu'il ne fallait pas s'inféoder totalement aux Américains, même si on était leurs alliés, il l'a prouvé lors de l'affaire des missiles de Cuba. À peu près il a vu que la Chine allait devenir un grand, et qu'autant la reconnaître et dialoguer avec elle. Sur les grandes questions internationales, c'était un visionnaire. Et puis il a su aussi que le capital et le travail, il fallait les rapprocher. Et comme il n'a pas réussi la participation, on voit aujourd'hui qu'on se rapproche d'une espèce de lutte des classes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls, dans une interview récente, en lutte des classes et puis lutte des minorités agressives. Bon, parce que... pas parce qu'il a échoué aussi dans la participation. Il a échoué parce que les forces de l'argent et les notables de la politique se sont opposés au référendum de 69. Puis il a foutu le camp. Vous savez, c'est les dernières images, méditant avec sa femme sur une grève irlandaise sous la pluie. Quel destin. Un mot sur le De Gaulle intime. L'un des premiers mots à la lettre A, c'est un prénom, c'est Anne. C'est Anne, Anne, cet enfant. Vous savez, cet homme était différent. Il était dur, il était incommode, il était très contenu, comme tous les De Gaulle d'ailleurs, savait se tenir. Je dirais que ses réserves de tendresse, c'était pour son épouse. C'était pourtant un mariage un peu arrangé, comme dans ces milieux-là à l'époque, mais c'est devenu un mariage d'amour, indiscutablement. Et puis ses 3 enfants, et ses petits-enfants aussi, mais avec quelque chose de très particulier pour Anne, qui était handicapée, comme on le sait. C'était une trisomie, qu'on disait, une mongolienne à l'époque. Et alors, il était le seul à la calmer. D'ailleurs, il chantait des comptines, il la prenait sur ses genoux, il s'en occupait quand elle criait. Et je pense que là, il a dit que c'était à la fois une épreuve, c'est une épreuve d'avoir un enfant handicapé, terrible. En même temps, il a tourné ça en disant que c'était aussi une grâce. C'était une grâce. Et ça, c'est un De Gaulle qui ne voudra jamais paraître en public. Parce que quand on s'appelle De Gaulle, on n'a pas de vie privée, on la garde pour soi. Oui. Et on ne pleure pas. Non. On n'a pas peur. C'est-à-dire quand on a dit qu'à un moment il a fui. Si on a peur, on ne fuit pas. Il n'a pas fui en 68. Peur de l'échec. À Baden-Baden. Non, mais par contre, c'est un mélancolique. Il a été la proie du doute. Il s'est demandé si ça servait à grand-chose ce qu'il faisait. À plusieurs reprises, après l'échec du débarquement à Dakar, où des Français ont tiré contre des Français. L'amiral d'Argentlieu laisse même entendre qu'il aurait pu y avoir une tentation du suicide, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a une mélancolie, et c'est pour ça qui a-t-il amené avec lui dans ses bagages en allant pour ce dernier voyage en Irlande? Madame de Gaulle, bien sûr, et les mémoires de Chateaubriand. Donc, une espèce de méditation ressassante sur l'histoire, et dont Malraux, chantre inspiré du gaullisme, lui renvoyait l'écho. Tout ça est cohérent, et tout ça fabrique une épopée qu'un écrivain comme moi, ne pouvait pas manquer. C'est un régal, ce dictionnaire amoureux du général Denis Tillignac, publié chez Plon dans cette fameuse collection. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.